Bonjour à tous, nous vous proposons de découvrir ce MOOC à propos des notions de base en ventilation mécanique. Les chapitres étudiés dans cette vidéo seront les objectifs de la ventilation mécanique suivis par les notions de résistance, de compliance, d'élastance, puis les notions de courbe pression-temps ainsi que des informations sur la constante de temps expiratoire. Les modes ventilatoires seront rapidement revus. Afin de faciliter la lecture exhaustive des paramètres du ventilateur, nous utiliserons un moyen mnémotechnique sous la forme d'un acronyme que nous avons imaginé, la macrovie. Enfin, dans le chapitre G, nous rappellerons les normes de pression, plateau, driving pressure, volume courant cible à respecter, afin de limiter les effets délétères de la ventilation mécanique. Quels sont les objectifs de la ventilation mécanique? Les objectifs principaux de cette ventilation mécanique sont de ventiler l'alvéole et donc de réguler la valeur de la PaCO2, ce qui permettra de réguler la valeur du pH. Mais n'oublions pas aussi que la ventilation mécanique permet de réguler la pression artérielle en oxygène par le réglage des paramètres tels que la fraction inspirée d'oxygène ainsi que la pipe et dans une moindre mesure le ratio I sur E, donc le rapport inspiratoire-expiratoire. Enfin, la ventilation mécanique a pour but, grâce à la pression positive continue, de recruter, lorsque c'est nécessaire, des territoires pulmonaires moins bien ventilés, comme par exemple dans le cas d'un ARDS, encore appelé SDRA, ou de certains syndromes restrictifs. Ventiler l'alvéole revient à réguler la valeur de la pression alvéolaire et artérielle en CO2 et donc le pH. La ventilation alvéolaire est le résultat du produit de la fréquence respiratoire par la différence entre la valeur du volume courant et du volume d'espace mort. Son unité est le volume par unité de temps, soit le litre par minute dans ce cas. Rappelons ici que d'après la loi de Dalton, la valeur de la pression alvéolaire en CO2 influence de façon inversement proportionnelle la valeur de la pression alvéolaire en oxygène. C'est-à-dire qu'une augmentation de la pression alvéolaire en CO2 diminuera de facto la pression alvéolaire en oxygène et inversement. Cependant, en pratique clinique, c'est l'augmentation de la fraction inspirée en oxygène, combinée éventuellement à la pression expiratoire positive, qui permettra de compenser la diminution de la pression alvéolaire en oxygène. Dans ce tableau, vous trouverez un moyen d'interpréter aisément et facilement les gaz sanguins sur base d'une simple analyse à l'origine du trouble. Par exemple, dans les acidoses métaboliques, c'est la diminution des ions bicarbonate qui est à l'origine du trouble observé. La compensation sera une diminution de la PaCO2 obtenue par hyperventilation, conduisant à un rétablissement de la valeur du pH, à condition bien sûr que la chute de la valeur des ions bicarbonate ne soit pas trop importante. Dans les alcaloses métaboliques, c'est l'augmentation des ions bicarbonate qui est à l'origine du trouble. La compensation sera une augmentation de la PaCO2 obtenue par hypoventilation, conduisant à un rétablissement de la valeur du pH, à condition, bien entendu, que l'augmentation de la valeur des ions bicarbonate ne soit pas trop importante, comme c'était le cas dans l'acidose métabolique. Dans les acidoses respiratoires, c'est l'augmentation de la PaCO2, généralement due à une hypoventilation alvéolaire qui est à l'origine du trouble. Le rétablissement de la valeur du pH sera obtenu par une augmentation de la concentration des ions bicarbonate obtenue par compensation rénale. Notons ici, et c'est excessivement important, que cette compensation rénale est beaucoup plus lente que la compensation ventilatoire qui détermine la valeur de la PaCO2. Enfin, dans les alcaloses respiratoires, c'est la diminution de la PaCO2 due à une hyperventilation alvéolaire qui est à l'origine du trouble.
Le rétablissement de la valeur du pH sera obtenu par une diminution de la concentration en ion bicarbonate, obtenue elle aussi par compensation rénale. Rappelons aussi ici que la compensation rénale est beaucoup plus lente que la compensation ventilatoire. En ventilation mécanique, nous devons considérer la taille du poumon des patients selon leur poids corporel idéal, qui est proportionnel à la taille et non selon leur poids corporel réel. En effet, un individu qui prendrait une masse plus importante de 20 à 30 kg ne verrait pas la taille de ses poumons augmenter. Pour ce faire, et pour calculer le poids corporel idéal, nous pouvons utiliser la formule de Lorentz. Cette formule explique que le poids corporel idéal calculé est égal à la taille moins 100 moins taille moins 150 divisé par 4 pour les hommes et par 2,5 pour les femmes. Chez l'adulte sain, au repos, la valeur de ventilation par minute cible est approximativement égale à 100 ml par minute par kilo de poids corporel idéal. Ainsi, par exemple, pour obtenir une PaCO2 de 40 mm de mercure approximativement pour une production de CO2 de repos égale à 200 ml par minute, chez un homme présentant une taille de 175 cm, soit 70 kg de poids corporel idéal, eh bien la valeur de la ventilation minute devra être égale à plus ou moins 7 litres par minute. À cette notion, nous devons ajouter une valeur critique excessivement importante qui est la valeur max du volume courant à ne pas dépasser. Elle est fixée au seuil de 6 à 8 ml par kilo de poids corporel idéal afin de limiter les risques de surdistension pulmonaire lors de la ventilation mécanique. Dans certains cas, ce seuil de 6 à 8 ml par kilo de poids corporel idéal est abaissé dans des cas particuliers que nous verrons dans quelques instants. En cas d'RDS, le VT cible doit être amené à 6 ml par kilo de poids corporel idéal. Cette remarque a été formulée par les sociétés de l'American Thoracic Society et de la European Society of Intensive Care qui recommandent des VT même de 4 à 8 ml par kilo de poids corporel idéal dans certaines situations pathologiques comme l'RDS par exemple. Un concept essentiel dans les réglages de la ventilation mécanique sur son effet concernant la PaCO2 est la notion de rapport VD sur VT, donc volume mort divisé par le volume courant. La courbe issue du rapport entre la valeur de la PaCO2 et le rapport VD sur VT, comme vous le voyez sur l'image en haut à droite, a une allure exponentielle avec un point d'inflexion situé approximativement à 0,7. Le volume d'espace mort va comprendre l'addition de tous les volumes morts. Donc, premièrement, l'espace mort anatomique qui est égal à 2 ml par kilo de poids corporel idéal, soit un volume de approximativement 150 ml chez un adulte de 75 kg de poids corporel idéal et non malade. Cet espace mort sera diminué de plus de 50% lors de la mise en place d'une sonde d'intubation, ce qui explique l'amélioration généralement de la PaCO2 dès l'intubation du patient. Ensuite, l'espace mort matériel doit être pris en compte. Il est égal à la somme de tous les volumes placés entre la sonde d'intubation et le raccord Y du circuit de ventilation mécanique. Donc ici en l'occurrence, le VD matériel du raccord souple, le VD matériel du Heat Moisture Exchanger, donc de l'échangeur de chaleur et d'humidité. Le second but de la ventilation mécanique est de réguler la pression alvéolaire en oxygène et par conséquent de tenter d'augmenter la valeur de la pression artérielle en oxygène. Dans ce dernier cas, cela dépendra de la surface de la membrane alvéolo-capillaire disponible pour les échanges gazeux, de l'épaisseur de cette membrane alvéolo-capillaire, mais aussi de la qualité des rapports ventilation-perfusion pulmonaire. En ventilation mécanique, 3 facteurs peuvent influencer la pression alvéolaire en oxygène. Il s'agit de la fraction inspirée en oxygène, qui peut varier de 0,21 à 1, avec une toxicité qui débute à partir de 50%. Il existe cependant peu de données scientifiques à ce sujet. Ensuite, la PIB, qui peut varier de 0 à plus ou moins 16 cm d'eau,
Mais attention donc à la pression plateau qui augmentera lorsque la pipe augmentera, et il faudra aussi tenir compte de la driving pressure, du moins de sa valeur maximale. Enfin, le rapport inspiratoire ou expiratoire, qui normalement est égal à 1/2 dans une ventilation dite physiologique, eh bien, dans certains cas d'ARDS sévère, on peut utiliser ce qu'on appelle le inverse ratio ventilation, qui doit être utilisé prudemment. La pression expiratoire positive and expiratory pressure, permet de maintenir une pression positive à la fin de l'insufflation mécanique. Elle maintient donc les alvéoles ouvertes et participe ainsi au recrutement alvéolaire lors de certaines pathologies rencontrées aux soins intensifs. Notons que des pressions positives élevées peuvent avoir un effet délétère sur l'hémodynamique en diminuant le retour veineux, ce qui diminue la précharge et peut entraîner dans certains cas des hypotensions artérielles parfois gravissimes. Dans ce cas bien précis, cliniquement, nous observerons l'apparition d'un pouls paradoxal durant les cycles ventilatoires et parfois d'une chute de la pression artérielle moyenne qui, dans certains cas, peut être gravissime. En résumé, la ventilation minute va réguler la PaCO2 et donc le pH, dans une petite mesure la PaO2, tandis que la pipe, la FiO2 et le rapport I sur E permettront de réguler la pression alvéolaire en oxygène. Sur cette diapositive, l'ensemble des risques traumatiques potentiels inhérents à la pratique de la ventilation mécanique. Ce sont les volotraumatismes, les atelectraumatismes, les barotraumatismes, les risques d'hyperoxémie, voire d'hypoxémie, et enfin les biotraumatismes. Je vous laisse la lecture de ce tableau en ce qui concerne les étiologies et la prévention, notamment du fameux VT cible de 4 à 8 ml par kilo par corporel théorique, donc poids corporel idéal. Pour l'atelectraumatisme, c'est la pipe optimale. Pour le barotraumatisme, c'est de respecter une pression plateau inférieure à 30 cm d'eau. En ce qui concerne la SPO2, afin d'éviter les hyperoxémies et les hypoxémies, pour l'ensemble des patients non BPCO, nous viserons une SPO2 de l'ordre de 94 à 98%, tandis que pour les patients BPCO, une valeur cible ne dépassant pas 92% mais supérieure à 80% sera requise dans ce cas. Enfin, pour les biotraumatismes, il faudra respecter, tout comme le volotraumatisme, des volumes courants de l'ordre de 4 à 8 ml par kilo de poids corporel idéal. Notion de résistance, compliance et élastance. Le débit inspiratoire est égal à la variation de pression générée par le ventilateur et les résistances du système thoracopulmonaire. La résistance est la force qui s'oppose à l'entrée d'air dans les voies aériennes. Cette résistance est fonction de la longueur des conduits, de la viscosité du fluide et surtout du rayon à la puissance 4. Ce qui veut dire qu'une faible variation du rayon des voies aériennes entraînera une augmentation exponentielle des résistances du système. Et donc, par conséquent, une diminution du débit inspiratoire qui sera, du moins en volume contrôlé, compensée par une augmentation de la pression d'insufflation, qui sera notamment la pression de crête, que nous verrons plus tard. L'unité de la résistance est le centimètre d'eau par litre par seconde, soit le rapport entre une pression, ou tout du moins une variation de pression, et un débit. Les valeurs de référence pour la résistance des voies aériennes chez un adulte sain sont de 2,5 à 5 cm d'eau par litre par seconde approximativement. Chez le nouveau-né et le patient obstructif, cette valeur est considérablement augmentée. La compliance thoracopulmonaire est la capacité du système thoracopulmonaire à modifier son volume en présence d'une variation de pression. Son unité est tout simplement le millilitre par centimètre d'eau. Les valeurs normales de compliance pour un adulte sont à peu près comprises entre 60 à 200 ml par centimètre d'eau. Dans les cas d'emphysème pulmonaire, cette valeur peut parfois dépasser les 200 ml par centimètre d'eau, tandis qu'en cas d'ARDS, cette valeur peut descendre sous les 30 ml par centimètre d'eau. Cette chute de compliance s'explique par la présence d'œdèmes liquidiens alvéolaires qui s'opposent à leur expansion volumétrique. Élastance du système thoracopulmonaire. L'élastance thoracopulmonaire est la capacité du système à revenir à sa position de repos après une variation de pression.
C'est une mesure de l'élasticité du système thoraco-pulmonaire. Son unité est le centimètre d'eau par unité de volume. En fait, l'élastance est l'inverse de la compliance. Une grande compliance entraînera une faible élastance et une faible compliance entraînera une grande élastance. Ici, par analogie, nous pouvons apprécier l'application du concept de compliance, où à gauche, le ballon de baudruche présentera une forte compliance, mais une faible élastance, et à droite, pour la balle de tennis, l'inverse. Ici, en résumé, les notions de compliance et élastance. La compliance est la capacité du système thoraco-pulmonaire à modifier son volume en réponse à une variation de pression, nous l'avons déjà dit. L'élastance, c'est la capacité de ce système à revenir à sa position de repos après une variation de pression. La résistance, donc c'est la force qui va s'opposer à l'entrée d'air dans les voies aériennes. Comme cette force s'exerce sur la surface des conduits des voies aériennes, nous parlerons de pression résistive. La compliance, ça va être la force qui s'oppose à la déformation du parenchyme pulmonaire sous l'effet d'une variation de pression. Comme cette force s'exerce aussi sur une surface, nous parlerons alors de pression élastique. La pression résistive et la pression élastique sont deux forces qui vont s'opposer à l'entrée d'air dans les voies aériennes. La pression nécessaire pour injecter un débit d'air sur une période de temps TI dans les voies aériennes est égale à l'addition de la pression résistive et de la pression élastique. Rappelons ici que le produit du débit par le temps est égal à un volume. Exemple de valeur dite normale, c'est-à-dire physiologique. Mais aussi exemple de valeurs pouvant être atteintes dans des conditions pathologiques comme premièrement, en cas d'obstruction où les valeurs de résistance peuvent parfois dépasser les 20 cm d'eau par litre par seconde. Deuxièmement, en cas d'ARDS, les valeurs de compliance peuvent descendre sous les 30 ml par centimètre d'eau. Troisièmement, en cas d'emphysème, où les valeurs de compliance peuvent dépasser les 200 ml par centimètre d'eau, rendant le système pulmonaire facilement déformable sous l'effet d'une pression, mais entraînant une faible force de rétractation, c'est la fameuse élastance, avec comme corollaire un temps expiratoire augmenté pour la vidange pulmonaire. La courbe pression-temps. La courbe pression-temps en ventilation à volume contrôlé présente 4 caractéristiques importantes. La première, c'est la pression de pointe, la peak pressure. Elle dépend de la valeur des résistances des voies aériennes ainsi que de la valeur du débit insufflé. La deuxième, c'est la pression plateau, plateau pressure. Elle est fonction du rapport entre la valeur du volume courant et de la valeur de la compliance thoracopulmonaire. La troisième est la driving pressure, qui est égale à la différence entre la pression plateau et la valeur de la pipe. Elle représente en réalité la pression motrice nécessaire pour délivrer un volume de gaz dans le système thoraco-pulmonaire. Plus la valeur de compliance thoraco-pulmonaire est faible, plus la valeur de la driving pressure sera élevée. Retenons que cette dernière valeur ne devrait pas dépasser 15 cm d'eau. Cependant, cette valeur de 15 cm d'eau repose sur des hypothèses et non sur des études solides. Vous serez donc attentif aux futures recommandations, après 2019, sur la valeur maximale de la driving pressure. La quatrième notion importante est la valeur de la pipe. La constante de temps du système respiratoire est égale au produit de la résistance et de la compliance. L'élastance, je vous le rappelle, est l'inverse de la compliance. Cette élastance est le principal moteur de l'expiration passive, alors que les résistances représentent une contrainte à l'écoulement des gaz dans les voies aériennes, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. L'expiration est normalement un phénomène essentiellement passif.
Cependant, l'évolution de la courbe volume-temps lors de l'expiration n'est pas linéaire. Il s'agit en réalité d'une exponentielle négative. Pour calculer le temps nécessaire afin de vider 98% du volume pulmonaire lors d'une expiration passive, il faudra appliquer la formule du produit 4 fois la valeur de résistance fois la valeur de la compliance. Ce qui veut dire que plus les résistances et la compliance seront élevées, plus il faudra du temps pour vider le poumon du volume de gaz qu'il contient. Par exemple, si la résistance est égale à 20 cm d'eau par litre par seconde et la compliance à 0,2 litres par centimètre d'eau, alors le temps expiratoire pour évacuer 98% du volume pulmonaire serait égal à 4 secondes. De plus, si le rapport I sur E est égal à 1 pour 2, alors le temps total serait égal à 6 secondes. Donc la fréquence respiratoire maximale pour éviter de l'air trapping, donc c'est-à-dire que le poumon soit complètement vidé à la fin de la phase expiratoire, sera ou devra être au maximum de 10 cycles par minute. Sur ce graphique débitant, nous pouvons observer s'il y a présence ou non d'air trapping. C'est ce qu'on appelle l'autopipe. Ceci se fait simplement en suivant la partie expiratoire du graphique, c'est-à-dire la partie inférieure du graphique, où dans le cas de la courbe en pointillé, il n'y a pas d'air trapping. Le débit expiratoire est nul à la fin de l'expiration. Ce qui n'est absolument pas le cas de la courbe en trait plein, où la présence d'air trapping est observable par le non-retour à une valeur de débit nulle lorsque l'inspiration suivante a débuté. Pour limiter le phénomène d'air trapping, nous pouvons diminuer la fréquence respiratoire au risque d'augmenter la capnie. Nous pouvons diminuer le temps inspiratoire sans modifier la fréquence respiratoire au risque d'augmenter la pression de crête, ce qui, ceci dit, a peu d'effets délétères, soit administrer des bronchodilatateurs afin de diminuer la valeur de résistance par augmentation du calibre des voies aériennes. Quels sont les modes ventilatoires ? Les modes ventilatoires utilisés sont nombreux. Ici, nous retiendrons deux modes ventilatoires principaux qui sont la ventilation assistée contrôlée et l'aide inspiratoire. Nous voyons sur cette diapositive que pour les réglages en ventilation assistée contrôlée, nous aurons donc le réglage du volume courant, ici 520 ml, la fréquence respiratoire fixée sur cette diapositive à 12 par minute, la valeur de la pipe fixée à 5 cm d'eau, ce sont des exemples, la fraction inspirée d'oxygène 36% et le rapport I sur E qu'il faudrait calculer qui logiquement devrait être de 1 pour 2 en réglage initial, courant. L'aide inspiratoire, les réglages que nous pouvons observer seront l'aide inspiratoire, ici c'est le delta PAI égal à 11 cm d'eau, la pipe qui est égale à 8 cm d'eau, ce qui veut dire que la pression plateau donc atteinte dans ce cas sera de 8 plus 11 égale 19 cm, la driving pressure étant le delta PAI égal à 11 cm d'eau. Enfin, nous avons le réglage de la FiO2, ici égal à 50%, et dans la plupart du temps, nous avons un réglage de la pente de pressurisation qui, lorsqu'elle est réglée donc, avec une pente abrupte, a surtout comme avantage une augmentation du confort du patient par mise en pression plus rapide qu'un réglage, par exemple, comme c'est le cas ici, réglé à 2. La macrovie. La macrovie est un système que nous avons donc imaginé afin de faciliter la lecture exhaustive des paramètres du ventilateur. Macrovie. M pour quel est le mode ventilatoire qui est réglé. A pour y a-t-il présence d'air trapping, mais aussi y a-t-il présence d'asynchronisme. C. Quelle est la valeur de compliance. R, quelle est la valeur de résistance. O, quelle est la valeur de la fraction inspirée en oxygène. V, quelle est la ventilation minute observée, que ce soit en ventilation assistée ou réglée lorsque c'est la ventilation assistée contrôlée,
avec la valeur cible logique, normale et standard de 100 ml par minute par kilo de poids corporel idéal. I pour le rapport inspiratoire-expiratoire, qui logiquement doit être égal à 1 temps inspiratoire pour 2 temps expiratoires. Et enfin, la valeur de PEEP, la valeur de PEP, donc qui ne doit en principe pas dépasser 16 cm d'eau. Les normes importantes à respecter absolument en ventilation mécanique sont une pression plateau qui ne peut dépasser 30 cm d'eau, sous peine d'augmenter la mortalité de vos patients qui sont ventilés, le driving pressure, qui est la différence entre la pression plateau et la pipe, dont le maximum ne doit pas dépasser 15 cm d'eau, mais qui ne repose pas sur des études solides, et enfin, le volume courant, qui logiquement doit être compris entre 6 à 8 ml par kilo de poids corporel idéal, mais aussi dont la valeur peut être largement inférieure à 6 ml par kilo de poids corporel idéal dans le cas d'ARDS, comme la publication du Journal of Intensive Care en 2018 l'avait recommandé. En pratique, c'est assez simple. Prenons donc la notion de macro-vie pour observer notre ventilateur mécanique. M, mode ventilatoire. Ici, le patient est en réglage IPPV, donc Intermittent Positive Pressure Ventilation, donc qui est une ventilation assistée contrôlée. A pour air trapping. Ici, sur le graphique débitant, eh bien, nous voyons qu'effectivement, il y a présence d'air trapping, puisque la partie du débit expiratoire, à la fin de l'expiration, ne rejoint pas la valeur 0, ce qui veut dire que la différence entre ce point donc de la courbe débitant jusque la partie 0 du graphique, son intégrale représente le volume qui a été trappé. Ce n'est pas très important, mais plus la partie verticale de ce graphique est importante, donc à la fin de l'expiration, plus l'air trapping est important. Je vous rappelle que c'est surtout son impact sur la pression artérielle moyenne qui est en réalité important. A pour les asynchronismes, donc l'asynchronisme est le décalage de phase entre la fréquence ventilatoire du patient et le cycle délivré par le ventilateur. Il est nécessaire de repérer ces asynchronismes ventilatoires de façon à modifier, dans certains cas, les paramètres du ventilateur que nous verrons ultérieurement. Compliance. La valeur de compliance peut se voir à deux endroits. Donc ici sur le graphique en bas à droite, vous avez la valeur donc, de 40, donc 40 ml par centimètre d'eau. Et vous pouvez aussi avoir une idée de la compliance par la valeur de la pression plateau. Pression plateau qui est fonction de cette compliance et du volume courant qui était réglé mécaniquement. La valeur de la résistance, ici en bas à droite, vous avez la valeur de 24 cm d'eau par litre par seconde, qui est une valeur quand même importante, puisqu'on ne devrait en principe pas dépasser les 5 cm d'eau par litre par seconde, donc on peut dire que là, les résistances sont fortement augmentées, mais vous pouvez aussi observer les effets de la résistance donc par rapport à la peak pressure, et plus exactement la différence qui est entre la pression plateau et la peak pressure, qui va vous donner une idée de l'importance des résistances des voies aériennes. Enfin, donc oxygène, donc c'est la valeur de la fraction inspirée d'oxygène, ici réglée à 36%. V pour la ventilation minute plus la valeur du VT, donc la ventilation minute à l'état physiologique doit être égale approximativement à 100 ml par minute par kilo poids corporel idéal. Donc je suppose que si mon patient, dans ce cas ici, avait un poids corporel idéal de 72 kg, eh bien sa ventilation minute à 7 litres 19 serait en principe adaptée. Mais au-delà de la ventilation minute cible qu'il faut observer, n'oubliez pas d'appliquer la formule du VT cible qui doit être compris entre 6 à 8 ml par kilo de poids corporel idéal. I pour le rapport I sur E, donc ici vous avez un rapport I sur E égale 1 sur 2, mais nous pouvons avoir soit des valeurs donc de I sur E égales par exemple à 0,25, donc 1 pour 3, voire 1 pour 4, pour 0,25, voire éventuellement des rapports I sur E de 1, donc autant de temps inspiratoire que de temps expiratoire. Enfin,
la pipe, la valeur de pression expiratoire positive, ici en l'occurrence réglée à 5 cm d'eau.